Bonjour à tous, et bienvenue à nouveau. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. Alors, commençons. Je m'appelle Romain et j'ai 34 ans. Pendant de nombreuses années, j'ai cru être dans une relation solide, bâtie sur le soutien mutuel et la confiance. Il s'est avéré que je n'étais qu'un distributeur automatique de billets commodes avec un attachement émotionnel. Je travaille pour une entreprise de logiciels de santé à Lyon, en France. Le salaire est bon et l'emploi est stable. Ma petite amie, Valérie, avait 31 ans. Nous étions ensemble depuis des années avant que je ne réalise qu'elle me prenait pour un imbécile. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun lors d'un événement et avons commencé à sortir ensemble peu de temps après. Quand nous nous sommes rencontrés, Valérie travaillait dans le marketing pour une entreprise technologique. Elle gagnait bien sa vie, avait son propre appartement, semblait avoir sa vie en main. Elle était extravertie et amusante. Je l'aimais. Nous parlions vaguement de mariage, d'acheter une maison ensemble un jour et de fonder une famille. Puis, environ 2 ans après le début de notre relation, Valérie a perdu son emploi. Des licenciements à l'échelle de l'entreprise, de simples coupes budgétaires qui ont éliminé tout son service. Elle était anéantie. Naturellement, ce travail avait été une grande partie de son identité. Après cela, elle a commencé à travailler en freelance, marketing, conseil, gestion des médias sociaux pour les petites entreprises et création de contenu, démarchant des clients, assemblant des revenus de plusieurs sources. C'était instable et stressant, et l'argent était irrégulier. Je l'ai soutenue à travers tout cela, d'abord sur le plan émotionnel, en l'écoutant lorsqu'elle se plaignait de clients difficiles, en célébrant lorsqu'elle décrochait de nouveaux contrats et en la rassurant sur le fait qu'elle finirait par trouver une stabilité. Et financièrement, j'ai commencé à couvrir une plus grande partie de nos dépenses communes. J'ai payé la totalité de son loyer à quelques reprises lorsque ses revenus étaient particulièrement bas. J'ai payé ses courses plus often qu'à mon tour. J'ai couvert les dîners au restaurant, les charges et les petites choses qui s'additionnaient. Cela ne me dérangeait pas à l'époque. Une relation est une question de partenariat. Parfois, une personne a besoin de plus de soutien, et vous le lui apportez parce que vous avez confiance qu'elle ferait de même pour vous. Puis, environ 4 mois après son licenciement, Valérie m'a demandé un prêt. Elle a abordé le sujet avec hésitation. Elle a dit qu'elle était très en retard sur certaines factures. Sa voiture avait besoin de réparations qui coûteraient environ 1 400 €. Le loyer approchait et elle n'avait pas décroché assez de contrats ce mois-là pour le couvrir. Elle était stressée et gênée de demander, mais elle avait besoin d'aide. Elle a demandé 3 800 €. Elle a dit que cela couvrirait tout, la voiture, le loyer, certaines factures de cartes de crédit sur lesquelles elle avait pris du retard. Elle a promis de me rembourser intégralement dès qu'elle recevrait son remboursement d'impôts, qu'elle attendait dans quelques mois. Je n'ai pas hésité. Je lui ai dit que bien sûr, je l'aiderais. J'ai transféré l'argent le soir même. 3 800 € de mon compte d'épargne au sien. Je lui ai envoyé un texto par la suite. Transférez les 3 800 €. Rembourse-moi quand tu auras ton remboursement. Pas de précipitation. Je t'aime. Elle avait répondu, merci beaucoup. Je promets de te rembourser intégralement dès que ce remboursement arrivera. Tu me sauves littéralement la vie en ce moment, cœur rouge. Les semaines se sont transformées en mois. Le travail de freelance de Valérie continuait de manière irrégulière. Je continuais à la soutenir financièrement en couvrant une plus grande partie de ses frais de subsistance. Puis, environ 2 mois après lui avoir accordé le prêt, elle a mentionné nonchalamment que son remboursement d'impôts était arrivé. Elle était excitée parce que cela signifiait qu'elle pouvait respirer un peu plus facilement. Elle n'a pas mentionné de me rembourser. J'ai attendu quelques jours, pensant qu'elle devait peut-être d'abord régler quelques dépenses immédiates. Une semaine a passé. Toujours rien. J'ai abordé le sujet gentiment un soir. Et, maintenant que tu as eu ton remboursement, tu veux qu'on parle du remboursement de ce prêt? L'expression de Valérie a changé et elle est immédiatement devenue sur la défensive. Elle a dit qu'elle avait dû utiliser le remboursement pour d'autres choses, qu'elle était toujours en retard sur ses factures, qu'elle me rembourserait un jour, mais qu'elle ne pouvait pas pour le moment. J'ai dit que je comprenais, mais je lui ai rappelé que je demandais parce qu'elle avait spécifiquement dit qu'elle me rembourserait à la réception du remboursement. Elle s'est irritée, a dit que je lui mettais la pression, qu'elle n'appréciait pas qu'on la fasse se sentir coupable alors qu'elle était déjà stressée par l'argent. J'ai laissé tomber. Je ne voulais pas faire toute une histoire de cette situation.
Mais j'ai ensuite commencé à remarquer des choses quand j'allais chez Valérie. J'ai remarqué qu'elle s'était acheté un ensemble de nouveaux vêtements pour quelqu'un qui avait des difficultés financières. Cela ne devrait pas être votre priorité. J'ai repéré un sac à main de marque qui, je le savais, coûtait au moins 600 €. D'après sa conversation, j'ai pu en déduire qu'elle sortait avec des amis plusieurs fois par semaine. Elle dépensait de l'argent comme quelqu'un qui en avait, alors qu'elle me devait 3800 € et prétendait être fauchée. À ce stade, j'étais déçu d'elle pour son gaspillage. J'ai essayé d'aborder le remboursement une fois de plus environ un mois plus tard. Encore une fois, elle s'est mise sur la défensive. Elle m'a accusé d'être peu solidaire et de lui mettre la pression pendant une période difficile. J'ai laissé tomber. J'ai commencé à sentir que je devais accepter que je ne reverrais pas l'argent. Puis, environ 6 mois après le prêt, j'ai découvert que Valérie me trompait. Je l'ai découvert quand elle est venue chez moi et que nous avons commandé de la nourriture avec son téléphone. J'ai donc quitté l'application par erreur alors que le téléphone était avec moi et j'ai ouvert une notification de message qui était là. Le message que j'ai vu en haut n'était clairement pas platonique. Quand je l'ai ouvert et que j'ai vérifié, il n'y avait aucun doute sur ce qui se passait. Il y avait des plans pour se retrouver, des références à des moments où ils avaient déjà été ensemble, ainsi que des photos et des vidéos qui avaient été échangées. Je suis resté là, à lire suffisamment de messages pour comprendre complètement la situation. Ils se voyaient depuis au moins 6 semaines, peut-être plus. Lorsque Valérie se préparait à rentrer chez elle le lendemain soir, je l'ai confrontée calmement, je lui ai dit que j'avais vu les messages. Elle n'a pas nié, mais elle s'est mise en colère à la place, comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal en regardant son ordinateur. Elle a dit que notre relation était de toute façon morte depuis des mois. Qu'elle avait eu besoin d'attention que je ne lui donnais pas. J'ai eu le cœur brisé d'entendre cela. Je lui ai dit que c'était fini, qu'elle devait récupérer toutes ses affaires qui restaient dans cette maison. Elle a accepté froidement. Alors qu'elle rassemblait ses affaires, j'ai abordé la question de l'argent. Avant de partir, nous devons parler des 3800 € que tu me dois. Valérie s'est figée, s'est retournée pour me regarder avec cette expression calculatrice. Je ne les ai pas en ce moment. Je sais, mais nous avons besoin d'un plan de paiement. Quand peux-tu commencer à me rembourser? Elle a posé le sac qu'elle était en train de faire. Romain, tu vas vraiment me réclamer de l'argent maintenant? Alors qu'on est en train de rompre? J'ai rétorqué, tu as emprunté 3800 € et tu as promis de les rembourser. La fin de la relation n'efface pas cette dette. Son expression s'est durcie. Je te paierai quand je pourrai. Ne me mets pas la pression à ce sujet. Je ne te mets pas la pression. Je demande un échéancier raisonnable. Tu me fais me sentir en danger, a-t-elle dit soudainement. J'ai cligné des yeux, confus. Quoi? Tu es agressif à propos de cet argent. Ça me fait me sentir menacé, a-t-elle répondu. Je suis calme, ai-je dit. Je veux juste savoir quand tu rembourseras ce que tu as emprunté. Elle a attrapé son sac et s'est dirigée vers la porte. J'ai besoin de prendre mes distances avec toi en ce moment. Cette conversation me met mal à l'aise. Puis elle est partie. Je suis resté dans l'appartement en essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Le revirement soudain pour prétendre que je la mettais en danger me semblait manipulateur, mais je ne savais pas encore quoi en penser. Au cours de la semaine suivante, Valérie a continué sa vie. J'ai de nouveau évoqué le remboursement par SMS environ un mois plus tard. Nous devons encore discuter des 3800 € que tu me dois. Pouvons-nous mettre en place un plan de paiement? Sa réponse, arrête de me harceler pour de l'argent. J'ai dit, je te paierai quand je pourrai. Je lui ai dit que je ne la harcelais pas, je demande le remboursement d'un prêt documenté. Elle a répondu, tu me mets la pression, et ça doit cesser. Je commençais à être frustré, mais j'ai essayé de garder mon sang-froid. Ce n'est pas du harcèlement. C'est moi qui demande le remboursement de l'argent que tu me dois légalement. Pas de réponse. 2 jours plus tard, vers 20 h, j'ai décidé d'aller chez elle. Je voulais juste parler en personne, trouver un plan de paiement raisonnable. Je n'étais pas en colère, je voulais juste une solution car il n'y a aucune chance que je renonce à une telle somme d'argent pour quelqu'un qui m'a trompé. J'ai frappé à sa porte d'entrée. J'ai attendu, j'ai frappé à nouveau. J'entendais du mouvement à l'intérieur, j'ai vu une lumière allumée dans ce que je supposais être sa chambre. Valérie, je sais que tu es à la maison.
Je veux juste qu'on parle de l'argent que tu me dois. Peux-tu s'il te plaît venir à la porte? Rien. J'ai frappé une fois de plus. Je ne partirai pas tant que nous n'aurons pas eu cette conversation. Tu as emprunté 3800 €. Tu as promis de les rembourser. Nous devons régler ça. J'ai vu du mouvement à la fenêtre de sa chambre. Elle était là, m'entendant certainement, refusant simplement de venir à la porte. Après environ 10 minutes de cela, moi frappant périodiquement et lui demandant de parler, elle m'ignorant, j'ai abandonné et je suis parti, frustré, mais pas inquiet. J'ai pensé que j'essaierais à nouveau d'une autre manière. 3 jours plus tard, des papiers juridiques m'ont été signifiés à mon appartement. Une ordonnance de protection temporaire déposée par Valérie. Je l'ai lue, l'incrédulité grandissant à chaque ligne. Elle affirmait que je la harcelais depuis des semaines, que je me présentais chez elle sans y être invité, que je la menaçais au sujet de l'argent et que je la mettais mal à l'aise. Elle avait inclus une déclaration écrite me décrivant comme agressif et menaçant. Elle disait qu'elle craignait pour sa sécurité et elle avait joint un enregistrement audio de la nuit où j'étais allé à sa porte. Dans l'enregistrement, on pouvait m'entendre dire « Je ne partirai pas tant que nous n'aurons pas eu cette conversation » d'une manière qui, hors contexte, semblait vaguement menaçante. Mais elle l'avait modifié, avait coupé les parties où j'avais été calme et raisonnable, le faisant sonner comme si j'étais là pour l'intimider plutôt que de simplement demander le remboursement d'une dette légitime. L'ordonnance de protection était temporaire, valide jusqu'à une audience au tribunal dans 3 semaines. Pendant ce temps, j'étais légalement tenu de rester loin d'elle. Pas de contact, pas d'approche de son domicile ou de son lieu de travail. Pas de SMS, d'appel, de mail ou de contact sur les réseaux sociaux. Toute violation entraînerait une arrestation. Je me suis assis dans mon appartement, tenant ses papiers, essayant de comprendre ce qui se passait. Elle avait instrumentalisé le système juridique contre moi, utilisé une ordonnance de protection, quelque chose destiné à protéger les véritables victimes de harcèlement ou de violence, pour éviter de rembourser de l'argent qu'elle me devait légitimement. Mon premier instinct a été la colère. Je voulais l'appeler, lui envoyer un texto, lui dire que c'était insensé et qu'elle le savait. Mais je ne l'ai pas fait, car c'est exactement ce qu'elle voulait, que je viole l'ordonnance pour que je fasse face à des conséquences pénales. Au lieu de cela, j'ai été stratégique. Premièrement, j'ai rassemblé toutes les pièces justificatives que j'avais sur le prêt. L'échange de SMS original où elle demandait l'argent et promettait le remboursement. Le virement bancaire montrant que je lui avais envoyé 3800 €. Son SMS disant qu'elle me rembourserait avec son remboursement d'impôt. Des captures d'écran de conversations ultérieures où j'avais posé des questions sur le remboursement et où elle avait été évasive ou sur la défensive. Tout a été organisé chronologiquement dans un dossier numérique et imprimé en copie papier. Ensuite, j'ai examiné toutes nos communications, SMS, messages sur les réseaux sociaux, email, à la recherche de toute preuve de menace ou de harcèlement de ma part. Il n'y avait rien. Chaque message que j'avais envoyé avait été calme et raisonnable. Demandant le remboursement, oui, mais jamais menaçant, jamais agressif. La seule chose qu'elle avait, c'était cet audio modifié de la seule fois où j'étais allé à sa porte. Et même cela, dans son contexte complet, n'était que moi demandant à parler de l'argent qu'elle devait. Ensuite, j'ai engagé un avocat. J'ai trouvé un avocat spécialisé en litige civil qui se spécialise dans les litiges contractuels et la défense contre les ordonnances de protection. Je l'ai rencontré cette semaine-là, je lui ai montré tous mes documents. L'avocate a tout examiné attentivement, puis m'a dit que j'avais un dossier solide mais que je devais être extrêmement prudent. L'ordonnance de protection, même si elle est temporaire et basée sur de fausses déclarations, est juridiquement contraignante, a-t-elle expliqué. Si vous la violez de quelque manière que ce soit, même accidentellement, vous serez arrêté. Cela nuira à votre crédibilité lors de l'audience. Alors, que dois-je faire? Vous la suivez parfaitement. Aucun contact avec elle, quel qu'il soit. Bloquez-la partout pour qu'il n'y ait aucune chance de communication accidentelle. Laissez-la penser qu'elle a gagné. Pendant ce temps, nous préparons l'audience. J'ai suivi à la lettre les conseils de l'avocate. J'ai bloqué le numéro de Valérie, son adresse email et tous ses réseaux sociaux. J'ai rendu impossible pour moi de la contacter même si je le voulais. Je ne me suis approché ni de son domicile ni de son lieu de travail. Je n'ai pas demandé de ses nouvelles à des amis communs. Je n'ai rien publié sur la situation sur les réseaux sociaux. J'ai complètement disparu de sa vie, comme l'exigeait l'ordonnance de protection.
Mais j'ai aussi déposé quelque chose de mon côté, une plainte au tribunal de proximité pour les 3 800 € qu'elle me devait. En France, le tribunal de proximité vous permet de poursuivre pour un montant allant jusqu'à 10 000 €. Mon cas était simple. Elle avait emprunté de l'argent, avait promis de le rembourser et ne l'avait pas fait. J'avais des preuves écrites de tout cela. Mon avocate m'a aidé à remplir les documents. Nous avons inclus toutes les preuves, les SMS, le virement bancaire, tout. Valérie recevrait une notification de la poursuite séparément de l'ordonnance de protection. Puis j'ai attendu 3 semaines jusqu'à l'audience sur l'ordonnance de protection. J'ai laissé Valérie penser qu'elle avait réussi à me faire taire. L'audience est enfin arrivée. Nous nous sommes retrouvés au palais de justice un mardi matin. Valérie était là avec sa propre avocate, une femme qui apparemment s'occupait de nombreux cas d'ordonnance de protection. J'étais là avec ma propre avocate. La juge, une femme plus âgée, a appelé l'affaire et a demandé à Valérie de présenter ses preuves expliquant pourquoi l'ordonnance de protection devait être maintenue. L'avocate de Valérie a commencé. Elle a affirmé que je harcelais Valérie pour de l'argent depuis des mois, que je m'étais présenté chez elle sans y être invité et que j'avais refusé de partir. Que j'avais fait des déclarations qui lui avaient fait craindre pour sa sécurité. Ils ont diffusé l'enregistrement audio modifié de moi à sa porte. La juge l'a écouté et a demandé, Y a-t-il des preuves de menaces réelles ? Son avocate a légèrement bafouillé. Votre honneur, le comportement et le ton du défendeur constituent du harcèlement. Il s'est présenté sans y être invité et a refusé de partir. C'est un comportement menaçant. Mais y a-t-il eu des menaces explicites, a demandé la juge une fois de plus. L'avocate de Valérie a répondu, son insistance et son refus de partir ont créé un environnement menaçant. La juge n'a pas semblé impressionnée, mais l'a laissé continuer. Ils ont montré des SMS où j'avais posé des questions sur le remboursement, sortis de leur contexte pour donner l'impression que je la contactais de manière obsessionnelle au sujet de l'argent, mais ils n'ont pu montrer aucune menace réelle car je n'en avais jamais faite. Puis ce fut notre tour. Mon avocate s'est levée et a calmement présenté notre cas. Votre honneur, cette ordonnance de protection est utilisée pour éviter le remboursement d'une dette légitime. Monsieur Romain a prêté à la défenderesse 3 800 € avec des documents clairs de l'accord de prêt et de sa promesse de remboursement. Lorsqu'il a demandé le remboursement, elle a déposé cette fausse ordonnance de protection pour le faire taire. Mon avocate a montré à la juge tous nos documents, la demande de prêt originale et la promesse de remboursement, le virement bancaire, l'historique complet de la conversation par SMS montrant que toutes mes demandes de remboursement étaient calmes et raisonnables. Elle a également montré que j'avais déposé une plainte au tribunal de proximité pour la dette, prouvant qu'il s'agissait d'un litige financier et non d'une situation de harcèlement. L'enregistrement audio fourni et modifié et sorti de son contexte, a poursuivi mon avocate. Monsieur Romain s'est rendu une fois à sa résidence pour demander une conversation sur le remboursement. Il a frappé à la porte et a demandé à parler. Quand elle n'a pas répondu, il est parti. Ce n'est pas du harcèlement. C'est un créancier qui demande le remboursement. La juge a examiné attentivement tous les documents, a demandé à voir l'historique complet des messages textes, que mon avocate avait imprimé dans son intégralité. Après plusieurs minutes, la juge s'est adressée aux deux parties, demandant à Valérie si je l'avais déjà menacée de violence physique. Valérie a hésité avant de dire « Il m'a fait me sentir menacée ». La juge lui a rappelé que ce n'était pas ce qu'elle avait demandé. Demandant à nouveau à Valérie si je l'avais explicitement menacée de lui faire du mal physiquement. Valérie a répondu par non. Valérie a affirmé que je n'arrêtais pas de lui demander de l'argent et que je l'avais demandé plus de 3 fois en une semaine. Elle a affirmé que lorsque je suis venu chez elle, j'ai refusé de partir. Mais comme elle n'a pas pu établir que j'avais essayé de faire quoi que ce soit de force chez elle, la juge n'a pas été impressionnée. Elle a posé les papiers et s'est adressée directement aux deux parties. Ce tribunal n'est pas l'endroit pour régler des dettes financières ou des disputes personnelles. Valérie, vous avez emprunté de l'argent à Monsieur Romain avec une promesse documentée de remboursement. Il a tout à fait le droit de demander le remboursement par les voies légales appropriées, ce qu'il a fait en déposant une plainte au tribunal de proximité. Elle a regardé Valérie d'un air sévère. Déposer une ordonnance de protection pour éviter de payer une dette légitime est un abus des mesures de protection de ce tribunal. Ces ordonnances existent pour protéger les personnes contre des menaces réelles, pas pour être utilisées comme une arme contre des créanciers. La juge a examiné les documents une fois de plus, puis a rendu sa décision. L'ordonnance de protection temporaire est dissoute immédiatement. M.
Romain est libre de poursuivre sa plainte au tribunal de proximité sans restriction. Valérie, vous avez de la chance que je n'impose pas de sanction pour le dépôt d'une ordonnance de protection frivole. Je vous suggère de régler la dette que vous devez avant l'audience des petites créances. Elle a frappé avec son marteau. La séance est levée. J'ai senti un soulagement m'envahir. Une justification. Valérie avait l'air stupéfaite. Son avocate a rapidement rassemblé ses papiers, voulant clairement partir. Mon avocate s'est tournée vers moi. Résultat parfait. Maintenant, nous nous concentrons sur le cas des petites créances. Je l'ai remercié, en regardant Valérie et son avocate quitter la salle d'audience sans établir de contact visuel. 3 semaines plus tard, nous avons eu l'audience des petites créances. Nous avions un juge différent, un homme d'âge moyen. J'ai présenté mon cas, j'ai de nouveau montré tous les documents, l'accord de prêt par SMS, le virement bancaire, la promesse écrite de Valérie de rembourser avec son remboursement d'impôt et la preuve qu'elle avait reçu le remboursement il y a des mois. Mon avocate n'était pas requise pour les petites créances. Les gens se représentent généralement eux-mêmes, mais elle m'avait minutieusement préparé sur la façon de présenter. Valérie s'est représentée elle-même. Son avocate ne s'occupait apparemment pas des cas de petites créances. Valérie a essayé de rendre la situation émotionnelle. Elle a dit que j'essayais de la contrôler financièrement, que le prêt avait été un cadeau, pas un prêt, que j'utilisais les tribunaux pour la harceler davantage. Le juge l'a interrompu. Avez-vous des preuves écrites que cela était destiné à être un cadeau plutôt qu'un prêt? Non, a-t-elle répondu. Avez-vous promis par écrit de le rembourser, a ajouté le juge. J'ai dit que je le ferai quand j'aurai mon remboursement d'impôt, mais, Valérie a eu du mal à terminer sa phrase. Alors le juge a lancé, et avez-vous reçu votre remboursement d'impôt? Valérie est restée silencieuse. Répondez à la question, s'il vous plaît. Oui, a-t-elle dit. Et combien avez-vous payé à monsieur Romain, a demandé le juge. Rien, mais j'avais d'autres dépenses. Cela n'a rien à voir avec le fait que vous devez la dette, a déclaré fermement le juge. Les preuves montrent clairement que vous avez emprunté 3 800 € avec une promesse écrite de remboursement. Vous avez reconnu la dette à plusieurs reprises. Vous avez reçu des fonds que vous avez spécifiquement dit que vous utiliseriez pour le remboursement et vous avez choisi de ne pas le faire. Il a examiné les documents une fois de plus, puis a rendu son jugement. Je statue en faveur du demandeur. Mademoiselle Valérie, vous devez à monsieur Romain 3 800 € plus les frais de dépôt au tribunal de 70 €. Jugement total, 3 870 €. Il a regardé Valérie. Vous avez 30 jours pour payer en totalité ou pour organiser un plan de paiement avec le demandeur. Le non-paiement entraînera une saisie sur salaire ou une saisie bancaire. Un autre coup de marteau. J'avais gagné. Valérie a quitté la salle d'audience rapidement. Le visage rouge. Clairement humilié. Je me suis senti satisfait. Toute cette situation avait été stressante et frustrante, mais j'étais satisfait que justice ait été rendue. 30 jours ont passé. Valérie n'a pas payé, ne m'a pas contacté au sujet d'un plan de paiement, a simplement ignoré complètement le jugement. Je suis donc retourné voir mon avocate, je lui ai demandé quelles étaient les prochaines étapes pour réellement recouvrer l'argent. Elle m'a expliqué le processus. Je pouvais demander une saisie sur salaire si Valérie était employée ou une saisie bancaire si elle avait des fonds sur un compte bancaire. Grâce à quelques recherches de base, en consultant ses réseaux sociaux, qui étaient toujours publics, j'ai confirmé que Valérie avait obtenu un emploi à temps plein dans le marketing dans une entreprise de taille moyenne, qu'elle ne travaillait plus en freelance, ce qui signifiait qu'elle avait des salaires réguliers qui pouvaient être saisis. Mon avocate a déposé les documents pour la saisie sur salaire. Le tribunal l'a approuvé. L'ordonnance a été envoyée au service de la paie de l'employeur de Valérie. À partir du mois suivant, une partie du salaire de Valérie, calculée sur la base des lois françaises sur la saisie sur salaire, serait automatiquement déduite et m'être envoyée jusqu'à ce que le jugement complet soit payé. Elle n'aurait pas le choix, aucun moyen de l'éviter. Chaque jour de paie, elle verrait de l'argent quitter son compte et m'être versé. La saisie a commencé environ 6 semaines après le jugement des petites créances. J'ai reçu le premier paiement par virement direct du système judiciaire, puis un autre le mois suivant, puis un autre. À ce rythme, il faudrait environ 18 mois pour rembourser intégralement la dette plus les frais de justice. Mais je me fichais du calendrier. Je me souciais du fait qu'elle soit tenue responsable, qu'elle ait essayé d'instrumentaliser le système juridique contre moi et qu'elle ait échoué.
Son ordonnance de protection avait été dissoute avec un avertissement judiciaire concernant le dépôt de plainte futile. Elle avait perdu le procès aux petites créances avec un jugement public contre elle. Maintenant, elle devait regarder une partie de chaque chèque de paie me revenir directement pendant l'année et demie suivante. Son plan avait spectaculairement échoué. J'ai pensé à tout cela un soir en regardant la dernière notification de paiement par saisie. Valérie avait pensé qu'une ordonnance de protection me ferait taire. Cela me rendrait trop effrayé des conséquences juridiques pour poursuivre la dette. Cela lui permettrait de s'en tirer avec les 3 800 € qu'elle me devait légitimement. Mais je n'avais pas enfreint l'ordonnance. Je l'avais suivi parfaitement, j'avais utilisé le temps pour construire mon dossier, rassembler des preuves et engager ma propre action en justice. Je l'avais laissé penser qu'elle avait gagné tout en préparant tranquillement la destruction de sa stratégie. Et lorsque nous nous sommes finalement retrouvés face à face au tribunal, la vérité était évidente pour les deux juges. C'était elle qui manipulait le système. C'était moi qui cherchais une solution légitime à un litige financier. On ne détruit pas quelqu'un en se battant plus fort ou en devenant plus agressif. On le fait en restant calme, en suivant parfaitement les règles et en laissant leurs propres mensonges s'effondrer sous le poids des preuves. La tentative d'ordonnance de protection de Valérie fait maintenant partie du dossier public. Quiconque recherche son nom dans le système judiciaire le trouvera déposé et dissous en quelques semaines comme étant futile. Le jugement des petites créances est également un dossier public. Une documentation indiquant qu'elle a emprunté de l'argent et a refusé de le rembourser jusqu'à ce qu'elle y soit contrainte par une décision de justice. Sa crédibilité est définitivement endommagée dans toute procédure judiciaire future. La relation s'est mal terminée. La rupture a été douloureuse. Découvrir l'infidélité a fait mal, mais au moins j'ai obtenu justice pour la manipulation financière. Au moins, je ne l'ai pas laissé instrumentaliser les tribunaux contre moi avec succès. Au moins, j'ai prouvé que rester calme et stratégique l'emporte à chaque fois sur les représailles émotionnelles. En y repensant, voici ce que j'ai appris. Documenter tout, chaque transaction financière, chaque promesse, chaque conversation. Vous ne savez jamais quand vous aurez besoin de preuves pour vous protéger. Restez calme lorsque quelqu'un essaie de vous manipuler. Plus vous êtes en colère et agressif, plus vous entrez dans le récit. En restant mesuré, j'ai maintenu ma crédibilité tandis que les affirmations de Valérie s'effondraient. Suivez parfaitement les ordonnances judiciaires, même lorsqu'elles sont injustes. L'ordonnance de protection était basée sur des mensonges, mais la violer n'aurait fait que me nuire. En y obéissant complètement, j'ai montré au juge que j'étais raisonnable, tandis que Valérie était manipulatrice. Utilisez le système correctement au lieu de vous battre contre lui. J'aurais pu essayer d'affronter Valérie directement ou de faire pression sur elle par le biais d'amis communs. Au lieu de cela, j'ai utilisé le tribunal de proximité, la voie légale appropriée pour le recouvrement de créances. Laissez les mensonges des gens se détruire d'eux-mêmes. Je n'avais pas besoin de convaincre les juges que Valérie mentait. J'avais juste besoin de présenter la vérité clairement et de les laisser voir les contradictions dans son histoire. La patience l'emporte. Il a fallu des mois entre le prêt et l'ordonnance de saisie finale. Mais en étant patient et stratégique, j'ai obtenu un meilleur résultat que n'importe quelle confrontation colérique n'aurait pu obtenir. Certaines personnes essaieront d'instrumentaliser n'importe quoi contre vous, même les systèmes destinés à protéger les victimes. La seule défense est de rester propre, de tout documenter et de laisser la vérité parler d'elle-même. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas du tout une vengeance. C'est la justice. Une justice lente, méthodique, inévitable. Et c'est exactement ce que j'ai obtenu.